Je me permets de m'asseoir, comme 45 minutes ensemble. Alors d'abord, je dois quand même remercier les organisateurs du colloque. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été très bien reçu depuis mon arrivée ici. Vraiment, c'est particulièrement agréable. Je remercie aussi pour la qualité de l'introduction générale. J'ai envie de dire, presque tout a été dit. En tout cas, énormément des notions centrales du problème de la rationalité ont été évoquées. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis extrêmement heureux d'être là aujourd'hui parce que, alors même si je pose pas forcément le problème en termes d'irrationalité, de rationalité, je pense qu'effectivement c'est un vrai débat qu'il faut avoir aujourd'hui dans une réflexion générale sur l'état de la société. Et je pense qu'on va pas manquer de définitions et de concepts tout au long de la journée, y compris, je pense qu'on sera même pas forcément tous d'accord pour où placer le curseur entre rationalité et irrationalité. En ce qui me concerne, je vais essayer de rester sur mon champ de recherche qui est déjà suffisamment fourni en la matière. Donc je travaille sur ce qu'on appelle traditionnellement l'ésotérisme contemporain. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est un champ qui englobe donc aussi bien les médecines alternatives dans la bien sûr homéopathie, etc., mais aussi ostéopathie, etc., etc. Alors, soyons d'accord là-dessus. Aussi la théorie des anciens astronautes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Non. Bon, cette idée que les extraterrestres nous auraient rendu visite dans un lointain passé et qu'ils seraient à l'origine, alors soit du développement de notre civilisation, soit carrément qu'ils auraient construit notamment les pyramides, ce genre de choses. Mais on passe aussi par la question des vies antérieures. Je ne sais pas si... des vies antérieures. Donc c'est la question de la réincarnation, quelque part. Donc nous, en France, on a eu Paco Rabanne, oui, le couturier, vous voyez, qui a été un des grands, dans les années 70-80, des grands défenseurs, qui a écrit un certain nombre de livres, qui avait des tribunes médiatiques, pour nous parler de ça. On a aussi les expériences de mort imminente. Là, c'est un grand sujet d'actualité, puisque au moins une fois par an, tous les grands médias font un numéro spécial là-dessus, pour savoir où en est l'état de la recherche, etc. Donc autant vous dire que pour parler d'irrationalité, j'ai pas mal de matière. Alors surtout, évidemment, j'ai omis un peu les fondamentaux type astrologie, magie blanche, noire, etc., etc. Mais bien sûr, ça entre dans ce cas-là. Donc pour aujourd'hui, j'ai opté pour une forme qui va plus relever de l'essai libre. C'est plus une réflexion générale sur l'état d'un certain nombre de croyances, de caractère religieux dans notre société. Et mon hypothèse est relativement simple, pas simple mais complexe dans ses développements. Ce qu'on englobe aujourd'hui dans la notion d'irrationalité constitue en fait une forme de savoir rejeté par une culture dominante, et qui de fait vient nourrir une forme de contre-culture qui est extrêmement active et extrêmement puissante dans notre contexte de modernité tardive. Parce qu'en fait, délimiter rationalité et irrationalité dans l'espace social, c'est non seulement établir un régime de vérité, mais c'est aussi légitimer une forme de savoir par rapport à une autre. Il s'institue donc, pour reprendre un vocabulaire bourdieusien, un rapport de dominant à dominé, propice au développement d'une rhétorique très particulière que, dans mon propos aujourd'hui, je vais qualifier d'ésotérique et de contre-culturelle. Je m'expliquerai un peu plus loin pourquoi. Alors, avant d'entrer dans des considérations un peu théoriques, un peu plus globales, je vais commencer ma réflexion par vous raconter 2 expériences de terrain que j'ai vécues il n'y a pas très longtemps et qui vont me permettre de poser de manière assez concrète quelques bases pour la suite de mon exposé. Alors, avant d'être à Strasbourg, j'ai fait ma thèse dans une ville de province du sud de la France, petite ville, qui a la particularité
de regrouper énormément d'étudiants, énormément de retraités, et finalement assez peu de gens entre ces deux catégories-là. Et donc, dans cette ville, je fréquentais un café philo. Alors, je ne sais pas si en Belgique, je pense que le concept est devenu assez populaire, j'ai pas vraiment besoin de développer. Donc, en général, dans un café philo, vous avez un animateur, conférencier, qui est autodidacte. Il a rarement de titre universitaire en philosophie. En général, il n'a pas écrit de livre, il n'a pas écrit d'article. C'est ce qu'on appelle simplement, je pense, un passionné. On peut le présenter comme ça, sans qu'il y ait de jugement de valeur derrière. Hein. C'est un passionné. Voilà. Donc, dans le café philo que je fréquentais, conférencier était ingénieur de formation. Esprit scientifique, très scientifique, ça se sentait, hein, il savait construire son exposé, vraiment, rien à dire. C'était un très bon vulgarisateur, il arrivait à expliquer des concepts philosophiques assez complexes, d'une manière assez simple, sans trop déformer les faits. Et ces conférences, d'une manière générale, visaient à présenter des brèves synthèses sur des thèmes extrêmement classiques de la philosophie. Donc le désir, l'amour, la mort, l'histoire, la souffrance, etc. Rien de tendancieux là-dedans, a priori. Le public, pour sa part, c'était des curieux, principalement des retraités. Alors principalement, c'est du 95% à peu près de retraités. Malheureusement, dans ces cafés-là, oui, c'est plutôt le type de profil, mais pas que. On y reviendra. Et parmi le public, pas d'universitaires. Hein, ce sont vraiment des curieux, des gens qui viennent avant tout pour une question de culture et d'ouverture d'esprit. Donc, rien de bien irrationnel, a priori, dans ce café, sauf si, évidemment, on considère la philosophie comme irrationnelle, ce qui n'est pas forcément une hérésie, mais, a priori, on est quand même dans un champ assez académique, assez balisé. Deux événements m'ont marqué. Alors, le premier est intervenu à la première séance, ma première réunion où je suis allé, et c'est pour ça que j'ai continué à y aller. Donc, rencontre autour de la notion d'amour. C'est ce qui marche le mieux, si vous voulez faire un café philo, hein, vous parlez de cette notion-là, c'est ce qui marche le mieux, y compris parmi les retraités, évidemment. Le débat, la discussion a rapidement évolué autour des notions de sentiments, d'émotions. Le conférencier est resté dans des propos assez classiques, rien d'anormal. Mais ce qui a suscité mon attention est venu de la part d'un membre du public. Ce dernier intervient pour signaler que la pensée a une influence sur la matière. C'est pour ça qu'il faut avoir des émotions positives à l'égard des gens. Voilà. Il n'y a pas de lien. C'est ce qu'il dit. Et alors là, le silence se fit subitement. Il continue en citant la fameuse expérience du riz du professeur Emoto. Alors on est entre rationalistes, donc beaucoup la connaissent, je la rappelle rapidement. Donc pour faire simple, vous prenez 2 pots en verre c'est important, que vous stérilisez. Vous faites cuire du riz, vous mettez une étiquette amour sur un des 2 pots, sur l'autre haine. Vous mettez la même quantité de riz dans les 2 pots que vous refermez hermétiquement. Ensuite, tous les jours, vous prenez, d'abord le pot amour. Vous prenez dans la main, vous lui envoyez des pensées positives, d'amour, de joie, de plaisir. Et ensuite, vous prenez le pot de haine, et là, vous déchargez toutes vos idées négatives, noires. Alors, c'est important de le faire dans cet ordre-là, parce que si vous commencez par le mot haine, il restera de ces pensées-là, et ça va contaminer l'autre pot, donc ça va biaiser l'expérience. Très important. Et donc, vous faites ça tous les jours, et au bout d'un moment, vous allez remarquer, ou pas, que le riz dans le pot amour se conserve très bien, alors que celui qui est dans le pot haine est bien moisi. L'anecdote se finit. C'est qui ça? Le professeur Emoto. Oui.
Donc l'anecdote se finit, aucune voix s'est élevée pour contester ou débattre de l'expérience, alors surtout pas moi, parce que finalement là je suis passé en mode terrain, et donc mon but c'était de voir ce qui allait se passer. Donc personne, tout le monde a dit oui, c'est vrai que c'est important, et oui. Donc finalement il y a une seule participante qui a demandé à ce que soit rappelé le nom du scientifique, elle l'a noté, et ça s'est fini comme ça. Je me suis dit, bon, dis donc, on est dans un terrain favorable, donc on va continuer à venir. Rien d'exceptionnel pendant quelques séances, et puis au bout d'un moment, le conférencier a eu énormément de succès en fait. Très rapidement, il est passé de quelques personnes à, il fait salle comble, donc il est à 30, 40, 50 personnes parfois, c'est vraiment important. Évidemment, je pense au moins 50% des séances sont consacrées au thème de l'amour, sentiment, émotion. Et surtout, il s'est ouvert à d'autres co-conférenciers avec qui il anime. Et c'est là où ça commence à devenir assez intéressant. Et donc, je vais à une café thématique, le sens de la vie. D'accord, la thématique, bon, on est potentiellement borderline. La particularité, donc, c'est une co-conférencière, c'est une logothérapeute. Alors, pour faire simple, très simple, et je suis désolé d'être un peu d'être aussi basique sur la définition, mais la logothérapie a été fondée par un neuropsychologue autrichien, Viktor Frankl. C'est une psychothérapie qui a pour but de faire saisir au patient le sens de sa vie, pas de la vie, mais de sa vie. Alors, la légende veut que Frankl aurait compris, lorsqu'il était interné dans le camp d'Auschwitz, pendant la Seconde Guerre mondiale, que ceux qui arrivaient à survivre à Auschwitz, c'était pas les plus résistants physiquement, c'était ceux qui avaient développé une vie spirituelle intérieure. C'est ceux qui étaient capables de donner du sens ou à tirer du sens de leur expérience. Dans un camp de concentration, évidemment, c'est difficile. Donc, la pratique de la logothérapie, courant psychothérapique, n'est absolument pas réglementée en France. Donc demain, alors je ne sais pas en Belgique, j'ai pas trouvé d'informations fiables. Probablement vous n'aviez jamais entendu parler de la logothérapie avant aujourd'hui. Donc la séance commence, le conférencier habituel déploie son argumentaire extrêmement classique sur le sens de la vie, de Platon à Camus. Il n'a bien entendu, il n'apporte aucune réponse, il ne fait qu'exposer les théories et laisser le public juge. Vraiment, sur le coup, je l'ai trouvé relativement bon, il n'y a aucune intervention, il n'y a aucune tentative d'influencer qui que ce soit, vraiment, bon travail de vulgarisation. Arrive le tour de la logothérapeute. Alors, elle explique brièvement la logothérapie, comme je viens de vous le faire, mais son discours est très rapidement assez étrange, elle insiste bien sur la dimension concrète et pratique de la logothérapie. Comme elle le souligne tout le temps, on n'est pas dans, je la cite, le conceptuel, on est dans la vie. Par exemple, nous dit-elle, le message du Christ, aimez-vous les uns les autres, eh bien, ce n'est pas faisable, c'est du concept. Et on a le droit, je la cite, de ne pas aimer quelqu'un. Elle précise ensuite qu'elle n'est pas dans la religion, que la spiritualité, c'est pas son propos, qu'elle vraiment elle est dans la vie, sans jamais définir ce que c'est être dans la vie, évidemment. Et puis, elle commence à citer Frédéric Lenoir, Eckhart Tolle, Mathieu Ricard. Alors, je ne sais pas si en Belgique, ils ont le même succès qu'en France, mais en France, c'est vraiment c'est les best-sellers en termes de spiritualité discount, quoi. C'est vraiment... voilà. Donc, là, c'est le moment où l'historien des religions frémit d'impatience. On est en bordure du New Age. Là, c'est vraiment très net. Donc, elle récite tout un ensemble de préceptes pour, je la cite, vivre heureux. De ceux, en fait, les préceptes, c'est ce que pour ceux qui sont sur Facebook, c'est les citations que vous trouvez avec un coucher de soleil en fond. Vous voyez, voilà, c'est vraiment, elle récite ce genre de propos pendant une demi-heure. En mettant sur un même plan tous les auteurs. Alors on a le droit à Einstein, on a le droit à Bouddha, vraiment on brasse large.
Et subitement, venue de nulle part, elle cite un livre et tout de suite précise qu'on peut l'écouter sur YouTube. Alors là, ça allait aller trop vite et j'ai pas réussi à noter la référence. Et j'ai tout de suite regretté parce qu'elle a précisé tout de suite, je la cite, « Vous savez, c'est un livre qui a été reçu ». Alors, j'aime pas le terme de channeling parce que c'est trop connoté New Age, mais vous savez, ce sont ces personnes qui arrivent à communiquer avec des esprits qui leur révèlent des messages. Alors là, intérieurement, j'ai jubilé, hein, c'est mon terrain. Voilà, ce type de discours, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Mais surtout, j'ai regardé l'assemblée. Personne ne bronche. Son intervention se finit peu après. C'est le temps des fameuses questions-réponses. Personne ne revient sur ce livre. On lui pose d'autres questions sur sa pratique, comment elle aide les gens, etc. Alors évidemment, il n'y a aucune réponse concrète, hein, sinon il faut aller la consulter pour se rendre compte, évidemment. Mais surtout, à aucun moment, personne ne souligne le fait qu'elle base l'ensemble de son approche de la thérapie sur de la spiritualité grand public, hein, j'entends, et pour ne pas dire des ouvrages de développement personnel plutôt bas de gamme. Et surtout, personne ne relève qu'elle se base quand même sur des livres révélés par channeling. Ça ne choque personne. Donc ce genre de constat, vous pouvez le faire sur quantité d'aspects de la vie quotidienne. Et en fait, on constate qu'il n'est fait aucune différence entre une approche scientifique et une approche purement spéculative dans la plupart des discussions quotidiennes. Et je ne citerai que deux autres exemples. Hein. Alors, parmi les plus polémiques, c'est pour ça que je les ai choisis. Vous prenez l'homéopathie, hein, donc qui a été évoquée. Mais alors, il y a une autre thématique absolument génialissime, c'est les bienfaits de la méditation. Alors là, on a vraiment un topos de notre époque, hein, très clair. Alors, en sachant que, a priori, à ce jour, aucune expérience n'a prouvé les bienfaits réels de la méditation. Alors, il ne m'appartient pas d'entrer dans les détails scientifiques de ces deux problèmes, mais simplement de souligner la banalité de ces croyances dans nos sociétés. Et c'est là vraiment que commence mon travail d'analyse. Et je vais poser à présent quand même quelques bases, puisque la notion de rationalité en sociologie impose quelques précautions, particulièrement, enfin, les sociologues entre eux même ont des problèmes sur ces notions-là. L'essentiel du problème est déjà formulé dans les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim. On reprend les classiques, les bases. On y trouve trois postulats méthodologiques qui sont fondamentaux. D'abord, le sociologue doit être conscient qu'il n'a pas le même savoir que le croyant dont il cherche à expliquer les croyances. Ça vous paraît peut-être assez basique, pourtant c'est essentiel. Le sociologue doit aussi admettre qu'il ne lui est pas possible de reproduire en lui-même les états de conscience d'autrui. C'est bête, mais c'est vraiment extrêmement, ça a des implications très lourdes. Et le troisième postulat, on ne doit pas projeter son propre savoir et ses propres concepts dans l'esprit du sujet observé. Donc le sociologue doit partir de l'hypothèse que, tout comme lui, l'autre ne peut se laisser convaincre que ce par quoi il a des raisons de souscrire. Donc ceci nous défendons de juger l'autre selon des critères de rationalité qui sont en définitive subjectifs. C'est posture méthodologique. En fait, il faut séparer son propre état d'âme de celui du sujet observé. Ce qui nous semble irrationnel dans l'esprit d'autrui peut l'être parfaitement. Pour Durkheim, ce troisième postulat est celui de la rationalité du croyant. Un croyant ne croit pas en des illusions, il croit en des choses qu'il considère comme exactes. Autrement dit, la foi est vraie et les rites et pratiques efficaces pour celui qui y croit. Donc en reprenant l'expression, là on fait un bond chronologique, on passe à Raymond Boudon, chaque croyant a, l'expression c'est de bonnes raisons de croire ce en quoi il croit. Et ce sont ces bonnes raisons, en fait, qui m'intéressent et qu'il faut analyser, à mon sens. Mais avec ce premier raisonnement, on a déjà fait un glissement de notion, puisque d'irrationalité, on est passé à la notion de croyance. À mon sens, le débat, en tout cas quand on est sur des thématiques religieuses, ne doit pas être posé en termes de rationalité et irrationalité, mais bien plutôt sur le plan de la notion de connaissance et de croyance.
Non pas parce que la dichotomie est forcément plus claire, mais parce qu'elle permet justement de contourner ce principe de la rationalité du croyant de Durkheim, qui est quand même assez problématique quand on travaille là-dessus. Alors la croyance, je prends la définition d'un de mes maîtres, Jean-Marie Husserl, qui définit la croyance finalement comme la conviction qui tient pour vrai quelque chose, sans être en mesure ou sans éprouver le besoin d'en vérifier la vérité objective. Là-dessus, on est à peu près tous d'accord, il me semble que Bronner a à peu près la même. Jean-Marie Husserl précise, c'est une adhésion plus ou moins intense et explicite à un énoncé validé par une autorité. Cette nuance est importante. Cette autorité peut être parentale, religieuse, politique, scientifique ou autre. On voit qu'il y a plusieurs niveaux d'autorité. La connaissance, pour sa part, résulte de la pratique scientifique et consiste en des énoncés validés par l'expérience et l'observation. Alors là, j'aime beaucoup une définition de Louis Laurencel qui explique que la connaissance scientifique doit être empirique, émaner de phénomènes sensibles, se rapporter à une réalité tangible, objective et observable, et être confirmée par la répétition. Cette distinction nous amène du côté de Max Weber. Autre sociologue, c'est le pendant de Durkheim du côté allemand. Pour lui, l'histoire serait jalonnée d'évolutions idéales, qui orienterait le développement des sociétés. Et constate Weber, cette évolution se déroule dans le sens d'une rationalisation du monde qui engendre, l'expression est bien connue, démagification ou désenchantement, selon comment vous traduisez l'expression Entzauberung der Welt. Alors théoriquement, littéralement, c'est une démagification du monde et ça a plus de sens dans le sens où il l'emploie. Donc, pour Weber, l'évolution ne va pas nécessairement dans le sens d'un progrès, mais dans celui d'un changement de perception et de conscience. Le progrès scientifique permet la rationalisation, non pas par la connaissance qu'il apporte, mais par le sentiment de maîtrise de notre environnement qu'il suggère. Alors c'est une nuance que beaucoup de sociologues ne font pas, mais c'est bien ce qu'écrit Weber, c'est cette idée de ce sentiment de maîtrise qui est la base de la rationalité chez Weber. Alors, chez lui, deux grandes étapes dans cette rationalisation. Chaque étape est caractérisée par une autre forme de rationalité. La première, c'est ce qu'on appelle la rationalité en valeur. Elle s'observe avec l'avènement du judaïsme. On passe d'un rapport au monde magique à un rapport éthique. C'est-à-dire qu'on ne manipule plus par des techniques purement empiriques des forces suprasensibles pour obtenir telle ou telle faveur, ce qu'on appelle la magie, mais on obéit à un code dicté par une puissance supérieure qui, en échange du respect de ce code, nous accorde ses faveurs. C'est le principe du contrat biblique, c'est l'alliance biblique. La seconde, c'est la rationalité en finalité, et elle apparaît, nous dit-il, avec l'éthique protestante, que Weber associe à une ascèse intramondaine. Cette nouvelle éthique met l'accent sur la nécessité pour le croyant de chercher à savoir s'il est élu ou non. Et en fait, cette quête rationalise le comportement. La réussite sur Terre est signe d'élection dans cette éthique. Donc, l'homme va chercher à optimiser son activité terrestre. Ce qui l'intéresse, ce sont les moyens les plus efficaces pour atteindre un objectif ici et maintenant, sur cette terre, au présent, pas dans une vie après la mort. Évidemment, la science empirique est amenée à jouer un très grand rôle dans ce processus, puisqu'elle permet de garantir les résultats, d'optimiser les résultats et la reproductibilité de ces résultats. Alors, ce mouvement de rationalisation a touché l'ensemble des secteurs de l'activité humaine, aussi bien donc la religion que l'administration, le droit. Donc, Weber, c'est là, dans l'administration, c'est là où on a mis en place la bureaucratisation, etc., tout ce qu'on on peste aujourd'hui. Le droit, c'est ce qui a imposé la normalisation du droit, la standardisation du droit, au moins à une échelle nationale. Et ce faisant, nous dit Weber, chaque secteur s'est autonomisé des autres secteurs afin de développer un système de valeurs propre à le rendre plus efficace et plus rationnel. C'est-à-dire que la rationalité en droit n'est pas forcément la rationalité en termes de religion, n'est pas forcément la rationalité économique. Et ce faisant, chaque système de valeurs entre potentiellement en conflit avec celui des autres sphères. Ce qui amène Weber à parler donc de polythéisme des valeurs, l'expression est assez connue. Et ce point est très important pour notre propos, puisque pour Weber,
La science n'est qu'une de ces valeurs de ce polythéisme. Elle n'est pas, en moins en théorie, supérieure aux autres, ce qui la laisse dans une position extrêmement complexe, parce que la science va parler des autres sphères d'activité, va avoir un avis là-dessus, mais pourtant, elle ne se positionne pas en théorie au-dessus. Alors pour notre part, on va arrêter ici et tirer une leçon lourde de conséquences. La science est rationnelle dans la mesure où elle nous donne le sentiment de mieux maîtriser le monde. J'ai quand même envie de dire un peu plus qu'un sentiment. Il faut se poser la question, qu'adviendrait-il si ce sentiment venait à s'effriter? Parce que le véritable problème est là, ça a été très bien suggéré en introduction, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale particulièrement, la position dominante de la science est fortement remise en question. Entre les bombes nucléaires, les maladies incurables, on pointe volontiers les effets pervers de la science et surtout son incapacité à résoudre l'ensemble de nos problèmes. La science ne serait pas finalement capable de répondre à tous les problèmes qu'elle pose. Et, au contraire, on va même jusqu'à suggérer qu'elle serait même la source d'une partie de nos problèmes. Mais surtout, en filigrane, il y a un problème beaucoup plus essentiel avec la science. En fait, elle va expliquer comment fonctionne le monde, mais elle n'a pas d'avis sur le pourquoi du comment. Autrement dit, la science ne nous dit pas ce qui est bien, ce qui est mal, elle ne nous dit pas non plus comment nous devons mener notre vie, ce qui a de la valeur, etc. La connaissance scientifique n'aboutit à aucune morale. Et cette critique de la science va se cristalliser au sein de la contre-culture des années 60 et 70. Alors, comme l'a très bien montré Théodore Rossa, qui est à la fois théoricien et en même temps partie prenante de la contre-culture, c'est un fervent militant, il montre que finalement, ce qu'on appelle contre-culture, ça regroupe quantité de mouvements extrêmement variés, des hippies à ceux pour les droits civils. En fait, on trouve une palette de positions qui ne se regroupent pas forcément, sauf sur une idéologie commune qui va rejeter le christianisme, d'une part, la technocratie, ensuite, et surtout la rationalité scientifique. Et le problème, c'est qu'il ne suffit pas seulement de rejeter, il faut aussi proposer des alternatives, et c'est là que la contre-culture va rencontrer un autre marché, celui de la religiosité parallèle. Alors on est toujours dans les années 60-70, nombreux sont les sociologues et les historiens à remarquer que ce sont des années caractérisées par un vif intérêt pour les religions orientales, pour les spiritualités alternatives, pour l'ésotérisme. C'est une époque d'intense effervescence spirituelle, on voit émerger une multitude de groupes, plus ou moins bien organisés, plus ou moins éphémères. Et au-delà de la dynamique commune de tous ces groupes, ce qui marque, c'est qu'ils semblent tous partager une même familiarité idéologique. Sans être les mêmes, ils partagent un certain nombre d'affinités. Alors, afin d'expliquer l'émergence de ces groupes, il y a un sociologue, Colin Campbell, qui va proposer le concept de cultic milieu. Alors, le cultic milieu, pour lui, c'est un underground culturel qui inclut tous les systèmes de pensée dits déviants et les pratiques qui leur sont associées. Donc, il met dedans sciences non conventionnelles, médecine et spiritualité alternative, d'une manière générale, le monde de l'occulte, de la magie, du spiritisme, les croyances aux extraterrestres et les soins naturels, pour citer les principaux courants. Il inclut aussi, évidemment, les collectivités, les institutions et les individus, les moyens de communication associés à de telles croyances, parce qu'évidemment, c'est un milieu extrêmement dynamique où on échange. Ce qui permet finalement à ce marché de tenir ensemble, parce que croyances hétéroclites et hétérogènes, a priori aucune raison de s'associer, eh bien, c'est l'attitude des gens qui viennent y puiser l'inspiration. Ce que Campbell appelle des seekers. Ce sont eux véritablement qui ont créé la cohérence de toutes ces croyances. Alors un seeker, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans un état de quête existentielle permanent et qui va parcourir le cultic milieu afin d'assouvir sa soif existentielle. Mais ce n'est pas un consommateur passif, ça c'est extrêmement important. Il va expérimenter, rejeter, valider,
Et ce faisant, il crée du lien entre les différents produits présents sur le marché. Alors je parle de produits, pour moi j'associe le cultique milieu à la notion de marché de la religiosité parallèle. L'expression est de Jean-François Mayer. Bronner emploie le même terme pour qualifier d'une manière générale le marché des croyances. C'est tout à fait pertinent. On est vraiment sur un marché d'idées où il y a de l'offre, il y a de la demande, on achète, on consomme. Mais dans ce milieu, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas d'organisation. Ce qui compte, c'est l'expérience personnelle et l'indépendance d'esprit. Mais surtout, ce qui caractérise ce milieu, c'est la recherche d'une nouvelle forme de pensée, en rupture avec le modèle dominant, principalement avec la rationalité scientifique. Et dans cette optique-là, il est un type de discours très particulier qui séduit nombre de seekers, c'est celui de l'ésotérisme. Alors par ésotérisme, j'entends en fait une catégorie qui a été construite par les universitaires afin de regrouper un ensemble de discours qui partagent entre eux une rhétorique particulière. Alors je cite Koku von Stuckrad, ce qui rend un discours ésotérique, c'est la rhétorique d'une vérité cachée qui peut être révélée par un moyen spécifique et qui est établi en opposition aux autres interprétations de l'univers et de l'histoire, souvent celle de la majorité institutionnalisée. Alors la définition n'est pas sans imperfection, on peut la critiquer assez facilement par beaucoup d'aspects, mais elle a un très gros mérite, c'est de tenir à la fois compte du contenu du discours et en même temps du positionnement social de ce discours. Le discours ésotérique est en fait en rupture avec le discours officiel. C'est un savoir rejeté. L'expression est de Wouter Van Graaf, un grand théoricien de l'ésotérisme. C'est en fait, à mon sens, aussi un régime de vérité différent. Et l'ésotérique, c'est finalement une alternative potentielle à la science, surtout que dans les années 60, on voit émerger avec force tout un courant au sein de l'ésotérisme qui prétend synthétiser religion et science en une même approche, du pain béni pour la contre-culture. Alors en France, je pense que la Belgique a aussi été concernée. On a eu donc le Matin des magiciens, Louis Poels et Jacques Berger, qui ont lancé le réalisme fantastique. C'est exactement leur but. Leur but est de créer une nouvelle manière de penser en adéquation avec la modernité et qui réconcilie science et religion dans une même approche. Alors très rapidement, donc c'est la revue Planète qui a dû aussi marcher en Belgique. En France, c'est 80 000 exemplaires vendus à chaque numéro. C'est absolument colossal. Le Matin des magiciens, c'est 100 000 exemplaires vendus en un an. C'est pas rien dans les années 60. Et le mouvement très rapidement évolue simplement vers la contre-culture. Planète va perdre très rapidement de vue l'ésotérisme, va devenir quelque chose de très marginal pour se faire finalement le relais d'une manière générale de tout discours contre-culturel, quel qu'il soit, artistique, littéraire, intellectuel d'une manière très large, il n'y a pas de problème, scientifique aussi évidemment. Et donc on observe vraiment là, dans la revue Planète et au sein du réalisme fantastique, la fusion, la rencontre des deux milieux, du milieu contre-culturel et du milieu ésotérique. Alors le courant disparaît dès les années 70 en France, il disparaît, on reviendra un peu plus loin, c'est plus complexe que ça. Surtout, il évolue et en dehors en fait, de l'espace francophone, ces deux tendances, contre-culture et ésotérisme, donnent ce qu'on appelle traditionnellement le New Age. Une religion qui n'en est pas vraiment une, pas d'organisation, pas de hiérarchie, mais une kyrielle d'individus, de petits groupes qui fonctionnent en réseau. Alors Van Graaf présente le New Age comme une partie du cultique milieu qui serait devenu conscient de partager une même dynamique et qui se serait alors réunis. Alors assurément, on retrouve le même fonctionnement au sein du cultique milieu, on rencontre aussi donc cette absence de doctrine qui est essentielle dans le New Age, mais il y a une conviction profonde au sein du New Age, c'est l'imminence d'un changement d'ère. C'est ce fameux passage à l'ère du Verseau. Ce passage, les New Agers le comprennent comme un changement de paradigme. C'est un basculement civilisationnel majeur. C'est une remise en question totale de notre fonctionnement social, mais pas d'inquiétude, et nous disent-ils, nous allons vers un nouvel âge d'or. Seulement l'idéologie du New Age est particulière et vient réellement synthétiser contre-culture et ésotérisme.
Le New Age est contre-culturel dans la mesure où il consiste en une très violente critique de la culture occidentale, comprise en tant que technocratie, capitalisme libéral et surtout rationalité scientifique. Je dis bien rationalité scientifique parce que le New Age n'est pas opposé à la science, de très loin s'en faut. Il promeut en fait une certaine forme de science et c'est là où ça commence à devenir très compliqué. En fait, le New Age ne conçoit pas la science dans une perspective matérialiste. Bien au contraire, la science caractéristique du New Age cherche à créer des visions de l'univers unifiées, holistes pour les puristes, dans lesquelles l'approche scientifique se mêle à l'approche philosophique et religieuse, allant jusqu'à suggérer que la science moderne prouverait l'existence de Dieu et ou au moins l'exactitude de certaines conceptions religieuses du monde. Ce discours est extrêmement présent aujourd'hui dans nos sociétés et jusque dans certaines universités avec certains scientifiques qui ont cette posture-là. Mais au-delà de cet aspect, Massimo Introvigne souligne que le New Age développe un relativisme extrêmement radical, puisqu'il affirme qu'il n'existe pas de vérité, ou en tout cas pas de vérité accessible à l'homme. De là, il en découle que chacun de nous a sa vérité et qu'elle n'est en rien supérieure à celle d'un autre. Ce qui compte, c'est notre expérience personnelle, notre sincérité, et, le terme est extrêmement important, l'authenticité de notre démarche. Il faut être authentique. On ne doit pas accepter des vérités imposées par un système, quel qu'il soit. Nous devons simplement éprouver le monde, faire l'expérience du monde pour en tirer notre propre connaissance. C'est tout ce qui importe. Au-delà de ces postures théoriques, le New Age popularise et en fait unifie quantité de croyances et pratiques alternatives en une dynamique commune. Alors derrière un discours globalement humaniste, écologiste et pacifiste, ce sont le channeling, le néopaganisme, en particulier la Wicca, les médecines douces, le développement personnel, les thérapies holistiques, qui sont proposées en fait comme, l'expression est importante, solution à la crise de la modernité. Pour le New Age, la modernité est en crise et la science est responsable. Le point névralgique est vraiment là. Le New Age entend être le remède à la crise de la modernité occidentale. Son diagnostic est extrêmement simple. L'Occident meurt parce qu'il s'est déconnecté du cosmos. Et la science académique, trop matérialiste, est la coupable. On ne saurait lui faire confiance plus longtemps. Il faut retrouver une autre forme de savoir, plus traditionnelle, en accord avec la nature, l'univers, le cosmos. La rationalité scientifique nous a menés dans l'impasse parce qu'elle a nié toute une dimension de notre réalité et surtout, elle ne rend pas compte de la totalité de la réalité. Parce que dans la réalité, dans le monde qu'on vit, il y a des choses qui échappent à nos sens ordinaires. Et donc, il serait temps de promouvoir ce que je propose d'appeler une rationalité spirituelle. Parce que là, il y a un des problèmes du débat sur l'irrationalité, et c'est pour ça que j'ai pris le temps de passer par Durkheim. L'irrationalité n'est pas perçue par le croyant pour qui la construction théorique est parfaitement rationnelle. Alors évidemment, on est sur un plan strictement subjectif. Alors le bilan du New Age est extrêmement contrasté. Comme le souligne Massimo Introvigne, le New Age en tant que mouvement disparaît au cours des années 90 pour évoluer vers des formes plus individualisées et qui disparaissent relativement des radars de la sociologie. En ce sens, le bilan est plutôt maigre. Sur le plan plus large, le bilan est, à mon sens, beaucoup plus lourd de conséquences, et j'ose même parler devant vous aujourd'hui de victoire. Je pense que le paradigme souhaité par le New Age est en train, peut-être pas de s'imposer, mais au moins de faire jeu égal avec le paradigme scientifique. Je m'explique. En fait, le New Age a solidarisé un ensemble de croyances et de pratiques issues du cultique milieu, et qui ne partagent initialement que le caractère d'être rejetés par la culture dominante. Mais au sein du New Age, ces croyances et pratiques viennent nourrir une même vision du monde, qui impose une dimension invisible et inconnue à notre conception habituelle et rationnelle de la réalité. S'appuyant sur une rhétorique qui insiste sur les échecs et les limites de la science officielle, le New Age a forgé puis diffusé l'idée qu'il existerait une autre forme de science à même de rivaliser, voire de dépasser la science officielle.
Ce discours caractéristique du New Age se retrouve aujourd'hui dans l'ensemble de la société, y compris dans les médias, et y compris dans la bouche, a priori, de personnes a priori peu au fait de ce que fut le New Age. Et c'est en cela que le New Age a réussi. Il s'est diffusé et dissous dans la culture, et ce d'autant plus facilement qu'il propose un système alternatif au modèle dominant. En son sein, nombreuses sont les théories qui s'opposent entre elles. Mais cela importe peu, puisqu'elles contredisent toute la science officielle, c'est là où elles se retrouvent. La vérité étant, par définition, ailleurs, sans plagier X-Files, elle est surtout subjective. C'est-à-dire que tout le monde a potentiellement raison à un certain degré. En tout cas, tout le monde sur son terrain propre a raison. Et dans le vrai, ce qui importe dans tout ça, eh bien, c'est que toutes ces croyances, toutes ces pratiques se regroupent pour dire que finalement, on rend pas compte de la réalité de la même manière, mais on est tous d'accord pour dire que la science, elle n'est pas capable de faire mieux. Et c'est même pire que ça, la science est vraiment nocive, puisqu'on peut voir d'autres approches qui sont en accord avec la nature, en accord avec le cosmos qui respectent l'environnement, etc. Oui, j'y viens. Donc, dès lors, en fait, toute théorie alternative doit être reconsidérée dans ce paradigme, et si ce qui permet finalement de disqualifier ces théories alternatives émane de l'ancienne science, de la science dite officielle, eh bien, ça n'a tout simplement aucune valeur, puisque cette science n'a plus cours et qu'elle n'est qu'un instrument, je cite, de contrôle d'un paradigme dominant qui a fait son temps. C'est quelque chose qui m'a été dit par un New Ager. Les gens qui adhèrent à ces idées ont donc de bonnes raisons de le faire. Outre l'aspect naturel, instinctif ou intuitif de ces croyances, c'est comme ça que fonctionne l'astrologie, c'est vraiment on est dans l'instinctif, dans l'intuitif, ce qui exprime les adeptes de ces théories-là, c'est surtout la défiance à l'égard d'une forme de connaissance qui leur échappe, et qui, de surcroît, ne semble plus suffisamment efficace pour maîtriser leur environnement, contrairement à ces croyances qui, si elles ne sont pas efficaces, au pire, elles ne font pas de mal. Parce que là, l'essentiel des croyances, des pratiques New Age, de la science New Age, c'est qu'elle ne fait pas de mal ni à l'homme, ni au cosmos. Alors, quelques conclusions qu'on peut tirer de ces observations. Nous vivons une époque dominée par un régime de croyances qui ne repose absolument plus sur la science telle qu'on a l'habitude de la définir, ni même sur la notion de vérité. La science a perdu le monopole du sentiment de maîtrise de notre environnement. Gérald Bronner parlait de monopole cognitif, la science ne l'a plus. Et ce n'est évidemment pas le dérèglement climatique qui va venir l'aider à reprendre sa place. Nous sommes dans une société où la science est, comme Weber l'écrivait, une valeur parmi d'autres, mais ce qui doit être souligné, c'est que jusqu'alors la science gardait une position dominante, ce n'est plus le cas. Dans un jeu relativiste, la rhétorique de l'ésotérisme, par l'intermédiaire du New Age, est en passe de se normaliser et de se banaliser. On ne s'étonne plus que quelqu'un invoque comme ouvrage de référence un livre reçu en channeling. C'est une autorité comme une autre, et je dirais même plus, c'est une autorité supérieure parce que transcendante, désintéressée et naturelle. Elle ne nous est pas imposée, c'est nous qui la choisissons. Et plus que tout, ce qui compte dorénavant, c'est la sincérité, la bienveillance et l'authenticité de celui qui apporte la connaissance, le médiateur, dirait Bronner. Autant de concepts qui ne veulent rien dire pour un scientifique traditionnel, mais qui garantissent pour d'autres l'intégrité morale d'une science en harmonie avec le cosmos. Certains parleront évidemment d'un réenchantement du monde. Pour ma part, je soulignerai simplement que cette nouvelle vision du monde tend à s'imposer, non pas parce qu'elle est plus efficace, mais parce qu'elle propose des remèdes simples à la complexité des problèmes que nous pose la modernité à tous les niveaux. La crise écologique, le stress au travail, la violence sociale, les problèmes de couple, etc., etc., tout est bon. On parle de bazar de l'irrationnel. Mon idée, c'est qu'on est bien loin d'un bazar, qu'on est plutôt face à un véritable paradigme, peut-être incohérent par bien des aspects, lorsqu'on juge du point de vue de l'ancien paradigme. Mais ce paradigme alternatif a su développer sa propre logique, qui est interne, qui est subjective, a su reprendre la rhétorique ésotérique et a su trouver un public en s'appuyant sur l'esprit contre-culturel. L'irrationnel, aujourd'hui, est à mon sens
une forme de contre-culture, un moyen de contester le régime de vérité dominant et jugé défaillant, il est peu évident qu'il signifie plus pour nombre de ses adeptes. Par là, je veux dire que lorsqu'on est adepte à l'homéopathie, à l'astrologie, ce genre de choses, on n'est pas forcément conscient de tout ce que cela implique. On est juste conscient que c'est un savoir rejeté qui défie l'autorité en place. À mon sens, même aussi subtile et aussi peut-être futile que peut sembler cette position-là, elle est quand même essentielle parce qu'elle peut être significative d'un changement de paradigme extrêmement lourd de conséquences. Je vous remercie.